Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle discussion. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui franchement fascine et parfois frustre pas mal de monde. Les manifestations. La fameuse loi de l'attraction, tout ça. Mm-mm. On entend des histoires incroyables, mais on connaît aussi plein de gens, ou même nous, qui se disent pourquoi ça marche par à-coups, pourquoi c'est si aléatoire. C'est une question qui revient tout le temps, oui. Et pour y voir plus clair, on a trouvé une analyse assez stratégique, vraiment intéressante. Elle compare deux approches. D'un côté, ce qu'elle nomme les victoires rapides, les petits trucs pour avoir un boost rapide. Oui, les résultats immédiats. Voilà, et de l'autre, un cheminement beaucoup plus engageant, la transformation profonde. C'est ça. Du coup, notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces mécanismes. Et c'est de comprendre pourquoi les méthodes express, elles peuvent nous laisser sur notre faim à long terme. Et voir si cette transformation profonde, c'est peut-être ça la clé pour des changements qui tiennent vraiment. Prêt, on y va. Allons-y. Alors, pour poser les bases, juste un petit rappel sur la loi de l'attraction, ou de résonance, on peut dire aussi. L'idée centrale, c'est que notre monde intérieur, donc pensée, émotion, et surtout nos croyances profondes, ça sculpte notre réalité extérieure. Une histoire de vibration, de fréquence, c'est ça ? Exactement. C'est une question d'énergie. Les grands principes qu'on entend souvent, c'est qui se ressemble s'assemble, les énergies similaires s'attirent, ou la nature a horreur du vide. Ah oui, chasser le négatif pour faire place au positif. Voilà. Et puis l'idée que le présent est toujours parfait, qui nous pousse à agir maintenant, en fait, pour changer les choses. D'accord. Et c'est là que ça devient crucial, et c'est un point que l'analyse souligne vraiment avec son équation du flux d'énergie. Le truc, c'est que nos croyances fondamentales, celles qui sont là en arrière-plan tout le temps, Même quand on n'y pense pas consciemment ? précisément 24h24, ce sont elles qui génèrent nos émotions principales. Et ces émotions, elles colorent nos pensées du moment. C'est tout ce flux énergétique global qui influence ce qu'on attire. Donc, si on se donne du mal à penser positif, à visualiser, mais que les résultats, bof, ça suit pas, l'analyse dit que c'est probablement parce que nos croyances profondes, souvent inconscientes et parfois négatives, elles émettent un signal beaucoup plus fort, beaucoup plus constant. C'est comme essayer de mettre de la musique sympa pour couvrir un énorme bruit de fond désagréable. Ça marche pas longtemps. C'est une excellente image. Exactement. Et c'est cette différence fondamentale qui explique les deux approches dont on va parler, les victoires rapides et la transformation profonde. Ah ouais, ça change tout vu comme ça. Si nos pensées conscientes ne sont que la petite pointe de l'iceberg, ça explique pas mal de frustration en effet. Alors parlons-en de ces victoires rapides. D'après l'analyse, c'est plus des techniques de surface pour un résultat quasi immédiat, un petit coup de boost. C'est ça, souvent c'est motivé par l'impatience, le fameux « je le veux maintenant », surtout quand on a longtemps ressenti un manque. On veut voir que ça bouge, quoi. Voilà, mais attention, ce n'est pas inutile pour autant. Pour quelqu'un qui commence ou qui doute beaucoup, obtenir un petit succès rapide, ça peut être un super moteur. Ça donne confiance, Oui, ça crée un élan. Ça montre concrètement qu'il y a un lien entre notre état intérieur et ce qui se passe dehors. C'est une façon de commencer à y croire, en fait. D'accord. Et en face alors, on a cette transformation profonde. Là, si j'ai bien compris, on n'est plus du tout dans la même cour. C'est plus qu'une technique, c'est un vrai travail sur soi, sur la durée. Tout à fait. La transformation profonde, c'est s'engager à fond pour remodeler notre concept de soi, c'est-à-dire nos croyances les plus profondes sur qui on est, ce qu'on mérite, ce qui est possible pour nous. Donc le focus change complètement. Exactement, on n'est plus focalisé sur l'objet extérieur, la voiture, la maison, le partenaire, mais sur une sorte d'ingénierie intérieure. Le but, c'est de changer notre signature énergétique à la racine, pour que ça dure. On ne cherche plus juste à attirer une belle relation, on cherche à devenir la personne qui vit naturellement ce genre de relation. C'est un changement d'identité en fait, pas juste de circonstances. C'est exactement ça. La différence est énorme. Pour que ce soit concret, les victoires rapides, l'analyse donne des exemples connus. La méthode 379, par exemple, écrire une affirmation 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi, 9 fois le soir. L'idée, c'est la répétition pour marquer le subconscient, c'est ça ? Oui, et pour clarifier l'intention aussi. S'imaginer que c'est déjà là et répéter des phrases. Ah oui, point important, au présent. Je suis riche, pas je serai, pour changer l'état d'esprit tout de suite. C'est ça, l'idée est de ressentir l'émotion maintenant. Et elle cite d'autres trucs, méthode de l'oreiller, de tasse, des outils pour démarrer, pour créer cet élan dont tu parlais. Tout à fait. Mais
Et c'est là que l'analyse met un bémol, elle parle du piège de l'élan. Ce petit frisson, cette excitation du début avec ces méthodes. Ça dure pas toujours. Souvent non. C'est éphémère. Pourquoi? Parce que ça ne touche pas la racine du problème. Si les croyances profondes n'ont pas bougé d'un iota, on risque fort de retomber dans nos vieux schémas, souvent centrés sur le manque, sur ce qui ne va pas. Et c'est là qu'intervient ce fameux sabotage par les croyances limitantes. On a beau faire tous les rituels, si au fond on n'y croit pas vraiment pour soi, ça coince. C'est exactement ça. C'est l'obstacle numéro 1. Tu peux visualiser la plus belle maison du monde pendant des heures, mais si une petite voix au fond murmure « toute façon, c'est pas pour toi » ou « l'argent, c'est sale », eh bien, cette croyance, elle agit comme un frein énorme, une force contraire super puissante. L'analyse insiste sur un truc simple, mais brutal. L'énergie la plus forte et la plus constante gagne toujours. Logique en fait. Une croyance négative qui tourne en boucle 24 heures sur 24, elle neutralise sans problème une séance d'affirmation de 20 minutes. L'erreur, c'est de voir la loi de l'attraction comme une sorte de baguette magique externe, alors qu'en fait, elle ne fait que refléter notre état intérieur global, y compris ses croyances cachées. Et il y a un risque psy aussi, non? Si on mise tout sur le résultat rapide et que ça vient pas, on peut vite culpabiliser, se dire j'ai mal fait le truc. Absolument. L'analyse parle même du danger du blâme de la victime. Cette idée un peu facile et même dangereuse que si on a des galères, c'est forcément de notre faute, à cause de nos pensées. Ça oublie un peu le contexte, les difficultés réelles. Exactement. C'est une simplification excessive et parfois très culpabilisante. Et c'est souvent là, quand on bute contre ses limites, quand les succès rapides s'essoufflent, ou quand on vise des changements vraiment majeurs, une nouvelle carrière, trouver le grand amour, une santé durable, que on sent qu'il faut passer à autre chose. Qu'il faut aller plus profond. Voilà, il faut changer de stratégie. Arrêter de vouloir tirer les choses de l'extérieur vers soi et commencer à construire de l'intérieur. D'accord. Et c'est là que l'analyse introduit un concept qui vient souvent des travaux de Neville Goddard, la loi de l'assomption. Si la loi de l'attraction parle beaucoup de fréquence, d'attirer, la loi de l'assomption, elle, dit que c'est notre croyance qui crée directement la réalité. C'est subtil comme différence. Ouais. La technique clé ici, c'est de vivre depuis la fin, c'est-à-dire ressentir et croire au fond de soi que ce qu'on désire est déjà là, c'est déjà fait. Tout tourne autour du concept de soi, notre conviction intime de qui on est. Donc si je ne me sens pas être la personne qui peut avoir X, je ne l'aurai pas durablement. Selon cette approche, c'est exactement ça. Pas de changement extérieur durable sans changer d'abord cette image interne de soi. Ok, on passe de « je veux attirer » à « je suis déjà ». Mais comment on fait concrètement pour bosser sur ce fameux concept de soi? L'analyse donne des pistes pour cette transformation profonde. Oui, bien sûr, et ce sont des techniques qui demandent plus d'implication. Le travail au miroir est souvent cité comme très puissant. Se parler dans le miroir? Oui, mais pas n'importe comment. Se regarder droit dans les yeux et affirmer sa nouvelle vérité, son nouveau je suis. Le miroir est vu comme un amplificateur de notre énergie du moment, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le but, c'est de pas de se mentir, mais de confronter son image et d'y insuffler consciemment cette nouvelle identité. Ça doit pas être facile au début. Non, ça peut être confrontant. Il y a aussi le scripting. Ça consiste à écrire des histoires détaillées, mais pas sur ce qu'on veut obtenir. Non, on écrit du point de vue de notre futur soi qui a déjà tout réussi. Ah oui, comme si on écrivait son journal intime depuis le futur. Exactement, c'est très immersif pour reprogrammer le subconscient. Et enfin, il y a l'approche énergie. Qui est-il, il? C'est se poser la question comment se sentirait, penserait, agirait la personne qui vit déjà ça. Et ensuite, incarner consciemment cette énergie au quotidien. La priorité, c'est le ressenti intérieur, la congruence, pas l'attente anxieuse du résultat. Clairement, ça demande un engagement personnel beaucoup plus fort que juste répéter une phrase 3 fois par jour. Carrément. Et l'analyse est très ferme là-dessus. Ce travail intérieur, ce n'est pas une option si on veut du solide et du durable. C'est non négociable. Non négociable. Oui. On peut parfois forcer un résultat par une volonté très forte ou une vibration élevée passagère, mais si le contenant, c'est-à-dire la personne, son sentiment de valeur, ses croyances, n'a pas changé en profondeur, alors soit le résultat ne sera pas satisfaisant, soit il ne tiendra pas sur la durée. Il faut que la personne soit prête à recevoir et à garder ce qu'elle manifeste. Précisément. Il faut passer de cette quête de validation extérieure, j'aurai de la valeur quand j'aurai ça, à la construction d'une certitude intérieure. Je suis cette personne, donc ça, c'est normal pour moi. L'analyse parle même de cultiver une sorte de confiance délirante. Confiance délirante.
J'aime bien. Ça montre qu'il faut parfois oser croire à l'impossible pour soi, au début. Mais alors, comment on fait pour changer ces croyances fondamentales, justement? Celles qui sont si ancrées, qui tournent 24/7. L'analyse propose une méthode spécifique? Parce que ça a l'air d'être le nœud du problème pour beaucoup. Oui, et elle présente ça comme un vrai processus structuré, rigoureux, pas un coup de baguette magique. Elle détaille un système multiphase pour changer une croyance fondamentale. Elle appelle ça une croyance de niveau 3, souvent sur une période de 90 jours. 90 jours, ok. Là, on est clairement dans la transformation profonde. C'est un marathon, pas un sprint. Alors, c'est quoi les grandes étapes? Alors la phase I, c'est la préparation consciente. C'est une phase d'introspection assez intense. D'abord, il faut documenter l'impact négatif de l'ancienne croyance. Comment elle nous pourrit la vie concrètement. Vraiment, lister les preuves. Pour bien voir le problème en face. Exactement. Ensuite, identifier la résistance. Quelle partie de nous a peur de changer? Pourquoi? C'est super important pour pas s'auto-saboter plus tard. Mhm. Le protocole suggère même un dialogue symbolique avec ses soi passés, l'enfant intérieur, l'ado, pour obtenir leur permission de guérir, de changer, pour éviter qu'ils ne freinent des cas de fer. Intéressant comme approche. Et enfin, dans cette phase, visualiser très très clairement la nouvelle identité. Qui on devient avec la nouvelle croyance? Comment la vie change? Le but est de créer une énorme motivation et de savoir où on va. D'accord, c'est une grosse préparation mentale et émotionnelle. Et après? Après, c'est la phase 2, la reprogrammation subconsciente. Là, l'idée, c'est de faire un acte symbolique fort pour signaler le changement au niveau profond. L'analyse décrit un rituel interne guidé. Un rituel. Oui, une sorte de méditation active. On imagine voyager dans son subconscient, trouver la vieille croyance, visualisée comme une inscription, un objet, la détruire symboliquement, la rayer, la brûler, l'effacer, puis inscrire solennellement la nouvelle croyance à sa place. Par exemple, dans un grand livre des croyances fondamentales. C'est puissant comme image. Utiliser le langage du subconscient, en fait. Exactement. C'est pour ancrer l'intention au niveau où ça compte vraiment. Et la troisième phase? J'imagine qu'il ne suffit pas de faire le rituel une fois et c'est bon. Non, bien sûr que non. La phase 3, c'est l'intégration consciente. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Ça dure 90 jours. 3 mois? Oui. Il s'agit de lire ou de taper sa nouvelle croyance et surtout de la réciter à voix haute, avec enthousiasme, avec conviction, 2 fois par jour, tous les jours, pendant 90 jours consécutifs. Pourquoi si longtemps? Pour créer et renforcer les nouveaux chemins neuronaux, pour que cette nouvelle croyance devienne vraiment la nouvelle norme, le nouveau programme par défaut. C'est l'opposé total de la mentalité « je le veux maintenant ». Changer la croyance dans le subconscient, phase 2, c'est clé, mais c'est cette intégration quotidienne et consciente, phase 3, qui fait que ça prend vraiment racine et que ça devient notre réalité vécue. C'est exigeant, c'est sûr, mais ça semble logique si on veut changer un truc aussi fondamental qu'une croyance racine. Alors, maintenant qu'on a ces deux approches, victoire rapide, transformation profonde, comment on sait par où commencer? Comment choisir? L'analyse nous guide un peu? Oui, elle propose une sorte de petit diagnostic rapide, basé sur les symptômes qu'on observe. Par exemple, si on voit des succès, mais qui sont hyper éphémères. L'argent arrive, mais repart aussi sec. Les relations démarrent bien, mais ça foire toujours. Le fameux un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà. Eh bien là, l'analyse dit focus sur la transformation profonde. Il faut aller voir les croyances sur la valeur personnelle, sur le droit de garder les bonnes choses. D'accord. Et si au contraire on est plutôt sceptique, on n'a jamais vraiment vu de signes, on se dit tout ça c'est des histoires? Alors là, il vaudrait mieux commencer par les victoires rapides. Prendre une méthode structurée comme le 369 pour créer un premier petit succès. Pratiquer la gratitude activement pour juste élever un peu sa fréquence. Et surtout, chercher les micro-preuves. Le but, c'est de construire un minimum de foi, de se dire « tiens, peut-être qu'il y a un truc ». Logique. Autre cas, on fait des affirmations positives, mais on sent comme une culpabilité, une honte, un truc lourd en dessous. Signal super clair pour la transformation profonde. Ça crie conflit avec le concept de soi. Là, le travail au miroir pour renforcer l'estime de soi, ou aller guérir les blessures des soi passés pour déloger cette honte ou cette culpabilité ancienne, ça devient prioritaire. Et pour ceux qui se sentent juste bloqués, pas de motivation, pas d'énergie pour agir, même en sachant ce qu'ils veulent. Là, l'analyse suggère une approche mixte. Peut-être quelques victoires rapides pour un petit coup de jus immédiat, mais surtout se concentrer sur les toutes petites actions inspirées. Juste faire ce premier pas qui semble juste, qui donne un peu envie.
Intéressant cette idée d'adapter l'approche. Oui, et en fin de compte, l'approche la plus puissante, c'est souvent celle qui intègre les deux. La transformation profonde comme fondation solide, changer les croyances, élever le concept de soi, et les victoires rapides utilisées intelligemment, pour maintenir l'élan, célébrer les petits pas, garder une bonne vibration au quotidien. Garder le moral, quoi. C'est ça. L'analyse rappelle qu'il faut toujours avoir un œil sur les 4 grands leviers. Les techniques qu'on utilise, la conscience de nos pensées et émotions, le changement actif des croyances et l'alignement de nos différentes parties intérieures. Et tu as parlé d'action inspirée. C'est important, ça, de rappeler que manifester, ce n'est pas juste méditer sur son canapé en attendant que ça tombe du ciel, n'est-ce pas? Ah mais c'est absolument crucial. La manifestation, c'est de la co-création. L'action inspirée, c'est ce mouvement qui vient de l'intérieur, qui sonne juste, qui est excitant, même s'il fait un peu peur parfois. Ce n'est pas une action forcée par la peur ou par l'ego qui dit « il faut faire ça ». C'est plus fluide. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'après avoir fait un vrai travail de transformation profonde, après avoir levé les gros blocages internes, ces actions inspirées, elles semblent souvent arriver beaucoup plus facilement, presque comme une évidence. D'accord. Donc, si on devait résumer le message clé de cette analyse, pour avoir des résultats qui durent, qui nous rendent vraiment heureux, il faut faire un gros shift. Arrêter de chercher surtout des solutions rapides pour combler un manque, ce qui est souvent l'énergie derrière les victoires rapides, Mhm. et plutôt s'atteler à un travail d'ingénierie intérieure, devenir la personne pour qui ses désirs sont justes, naturels. C'est ça l'essence de la transformation profonde. Il faut d'abord enlever les freins internes. C'est exactement ça. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans la technique miracle qu'on va trouver demain. Il est dans notre capacité à nous transformer nous-mêmes. C'est un message fort. Pour créer sa vie consciemment et durablement, faut s'engager dans le travail intérieur. Transformer qui on est au plus profond. C'est moins une course au résultat qu'un véritable style de vie, en fait. Tout à fait. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion à emporter avec soi. Et si la création consciente, au-delà de juste vouloir obtenir des trucs, nous invitait à une responsabilité plus grande? Laquelle? Celle d'être les architectes conscients de notre état intérieur de base. Notre joie, notre paix, notre alignement, et ce, 24 heures sur 24. Reconnaître ce pouvoir, ça implique aussi d'accepter la discipline intérieure que ça demande. Et peut-être aussi de s'ouvrir à une forme d'aide, de guidance, qui dépasse notre seule volonté. Qu'est-ce que ça change, cette perspective, dans notre façon d'aborder nos désirs, nos défis, notre vie, tous les jours? C'est une belle et profonde question pour nous laisser réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à toi. Et merci à vous qui nous écoutez d'avoir partagé cette exploration avec nous. À bientôt!